La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, Thibaut Nageur a toujours su que la pâtisserie était fait pour lui. C'est, pour lui, un terrain d'expression et de créativité comme nul autre. Alors quand en prime, il a découvert les plantes et la botanique, tout s'est éclairé. Une nouvelle piste de création encore plus puissante. Alors à la nature et à la richesse aromatique qu'elle nous offre, il lui rend toujours hommage. Des desserts visuellement sublimes aux allures de tableaux vivants et aux saveurs qui nous invitent à redécouvrir les plantes de nos jardins. Aujourd'hui chef pâtissier du Beau Rivage Palace, le restaurant d'Anne-Sophie Pic à Lausanne, Thibaut a à cœur de créer des desserts qui racontent toujours une histoire ou l'un de ses souvenirs. Objectif, toucher la sensibilité de celles et ceux qui le dégusteront. Au menu de cet épisode, son amour pour la botanique et les plantes, comment toucher la sensibilité à la dégustation, et enfin ces desserts racontent toujours une histoire. Bonne écoute! Bonjour Thibaut, Bonjour Léa. comment vas-tu? Très bien, merci. J'espère que toi aussi. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager et d'échanger aujourd'hui avec toi et d'avoir l'occasion de pouvoir nous accorder un temps de parole aujourd'hui. Et moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir de discuter avec toi. Et d'ailleurs, pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours et comprendre un petit peu ce qui a un peu créé ton univers aujourd'hui, toutes les saveurs qui t'ont marqué dans ton enfance, etc. Donc déjà, première question, celle que je pose à tous mes invités, c'était quoi, toi, ton dessert préféré quand tu étais petit? Alors, moi, j'ai pas vraiment un dessert favori. On va dire que moi, pour moi, la passion de la pâtisserie, c'est un petit peu inné, ça a toujours Ok. été présent. J'ai toujours voulu faire de la cuisine ou de la pâtisserie. J'ai eu la chance d'avoir une mère et une grand-mère qui ont toujours cuisiné. Les 2 sont originaires espagnols, donc on avait beaucoup d'épices, d'assaisonnement, de on avait énormément ça et à côté, j'ai mon père qui, lui, est plutôt un auvergnat, plus pure souche et qui, a toujours eu cette culture du produit. Donc c'est un grand chasseur enfin, un ramasseur de champignons, il ramasse des noix, il fait plus de noix chaque année. Donc en fait, on a vraiment cette culture du produit chez moi. Et donc on a toujours bien mangé. Maintenant, si je devais déterminer un dessert que j'aimais beaucoup étant enfant, j'aimais bien la tarte bourdaloue. Ok. Parce que c'était une tarte qui était très gourmande. J'aime bien la crème d'amande, j'aime bien la petite poire fondante. Et en cette saison automnale, ça serait un dessert que j'aurais envie de manger, quoi, avec les petites amandes effilées et tout. Euh, voilà. Après, j'aimais tout, hein. Concrètement, quand j'étais enfant, je mangeais beaucoup de bonbons. Je mangeais beaucoup de bonbons parce que j'aime bien l'acidité, le sucre. Mais voilà, j'ai pas vraiment un dessert favori. J'aime un peu tout. Je suis très gourmand. Mais tu t'as dit que la pâtisserie, c'était inné chez toi, enfin en tout cas que tu as toujours un peu su que tu voulais que tu voulais faire ça. Enfin, comment ça s'est matérialisé? À quel moment tu t'en es rendu compte, tu vois, où tu t'es dit c'est sûr que c'est ce métier-là que je veux faire? Alors, j'ai parfois hésité entre la cuisine, la pâtisserie, mais en fait, j'ai toujours eu le sentiment que c'était pour moi, quoi. Quand j'avais 2, 3 ans, je me rappelle, j'étais avec ma grand-mère, j'étais vraiment curieux de voir ce qu'elle faisait, de sentir un petit peu les recettes,
de goûter et à partir de, oui, 3 4 ans, j'ai commencé à dire: «Je veux faire ce métier-là, je veux faire de la cuisine». Donc ma mère, elle jouait un peu le jeu, donc on travaillait beaucoup les assaisonnements, en fait, mais donc elle me posait toujours la question, en fait, de comment est-ce que je serais capable de rectifier ou d'assaisonner la recette? C'est-à-dire que, par exemple, on taboulé. Bah, on faisait un taboulé et le taboulé, c'est un peu complexe parce que, bah, en fait, c'est un jus au départ où on met, du jus de citron, du sel, et puis après on vient mettre des concombres, de la tomate, et en fait, il y a un équilibre entre le sel, l'acide et justement un petit peu les parfums, si on met, de la menthe ou de la coriandre et en fait, il faut juste trouver le bon accord entre l'amertume, l'acidité, le sucre et le sel en fonction des et ça, je l'ai fait, commencé à le travailler assez jeune, et ça m'a toujours éveillé. Je me rappelle que chaque année, heu, vous savez, quand on arrive à l'école et qu'on début d'année, on dit, vous Ouais. voulez faire quel métier? Moi, j'ai toujours marqué pâtissier ou cuisinier, quoi et pourtant j'étais un cancre à l'école, hein, mais en fait, dans ma tête, je savais que c'était ce métier que je voulais faire, quoi et je savais, où je voulais aller mais voilà, après ça il y a les choses qui se sont faites avec le temps, ça c'est toujours resté en moi, quoi. Voilà. C'est fou parce que, enfin, de se dire que dès 2 3 ans, et etc., tu commençais en fait déjà à te dire mais je veux faire ça, et puis je vais derrière les fourneaux, et puis je fais ci, ça, c'est trop bien. Ah ouais, ouais. Et est-ce que tu as commencé à faire des gâteaux du coup quand tu étais tout petit? Un petit peu, oui, un petit peu. Bah, après, il y a toujours plein de petites recettes, qu'on faisait, à la maison. Ma mère était très gourmande, donc on faisait toujours, du riz au lait, on faisait toujours des gâteaux au chocolat, des cookies, des fraisiers, enfin, on faisait des petites recettes. Moi, j'avais mon tablier, après, moi, chez moi, il y avait pas de personne n'était professionnel. Donc, on avait des livres de recettes, on avait des livres de recettes, on suivait la recette. Mais après, je regardais des émissions aussi. Par exemple, il y avait Jamie Oliver qui passait. Il y avait Bon Appétit, bien sûr, avec Joël Robuchon ou Maïté. Et je me souviens que ben, j'adorais regarder ces émissions-là, quoi. Et j'adorais aller au marché aussi. Voir tous ces adultes qui échangeaient, avec les fruits. Je trouvais qu'il y avait un vrai engouement sur le marché et c'était un truc que j'adorais faire, quoi. Voilà, après, j'ai toujours un peu cuisiné, mais c'était pas non plus des grands gâteaux. La technique est venue plus tard, quoi, en me formant, je veux dire. Oui, forcément, mais déjà, est-ce que, enfin, du coup, dès que tu as pu, tu as sauté sur l'occasion et tu es parti enfin, étudier la pâtisserie le plus tôt possible? Oui, oui, ben, en fait, j'ai eu la chance à l'âge de 11 ans et demi, 12 ans, de faire un petit stage, parce que j'avais un ami de mon père qui était boulanger et donc j'avais fait le stage en boulangerie avec lui pendant 2 3 semaines, pendant les vacances, d'été et du coup, je façonnais les croissants et les pains au chocolat, je montais les tartes à la myrtille, je façonnais un peu le pain avec lui et bien entendu, je passais le balai dans le laboratoire, je faisais vraiment toutes les petites tâches, parce que c'est ça aussi, il faut commencer un petit peu en bas de l'échelle mais à cette période-là, j'étais pas, sûr de vouloir faire essentiellement de la pâtisserie. Il y avait la cuisine aussi qui me touchait, beaucoup et en fait, du coup, j'ai décidé de faire de la cuisine et à ce moment-là aussi, la boucherie m'intéressait énormément, en fait, les découpes, la viande. J'avais un ami de mon père aussi qui était boucher, donc je faisais souvent des petits extras avec lui où on faisait des viandes rôties comme des méchouis pour plein d'invités. Et, et ça, voilà, c'était un peu tout cet univers en fait de cuisine, de gourmandise. Donc je me suis perfectionné un petit peu. Enfin, disons qu'en fait, c'est même pas du perfectionnement, parce que c'est s'ouvrir un petit peu à ce monde-là. Et je pense que le perfectionnement est venu plus tard, en fait, plus dans ma vraie formation. Donc, après, moi, j'ai fait un bac pro cuisine en Ok. Lozère.
Et donc bah, là, l'univers de la cuisine m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. J'ai fait des stages avec des chefs qui m'ont vraiment ouvert les yeux et qui m'ont bah, continué à me donner de la passion en fait dans le métier, donc ça m'a donné envie. Et en fait, mon année de terminale a été un peu compliquée parce que j'ai eu un accident. En fait, j'ai eu un accident, je suis tombé d'un toit parce qu'à l'époque, je faisais un peu des bêtises. Je suis tombé d'un toit et en fait, je me suis cassé 2 vertèbres et le talon. Ah Donc je oui, suis resté alité pendant 6 mois et demi, quoi. Et en fait, j'ai pu revenir à l'école, enfin, 2 semaines avant le bac, quoi. Enfin, j'ai marché correctement 2 semaines avant le bac. Donc en fait, j'ai pu passer mon examen. Et vu que bah, ça reste un bac professionnel, donc ce qui compte, c'est vraiment la pratique. Et j'avais de la moyenne partout dans les notes générales, quoi. Donc en fait, ça a suffi pour que j'ai mon examen cette année-là. ok. Mais sinon, j'ai fait toute l'année à distance. Et j'ai un chef en cuisine, en fait, mon chef de cuisine, il croyait en moi parce qu'il voyait que j'étais, enfin, en cuisine, j'étais vraiment un des plus passionnés de ma classe. On était tout le temps, j'aime bien fédérer, donc en fait, j'ai toujours essayé de pousser aussi mes collègues de classe à aimer la cuisine. Et donc, il voyait ça un peu et il m'a proposé de faire la mention dessert à l'assiette. Ok. Donc, faire une pâtisserie. Et donc j'ai dit, en fait, c'était compliqué d'envisager de partir dans le monde du travail tout de suite parce que j'étais un peu en convalescence. Je revenais juste de 7 mois où j'avais pu marcher, où voilà, j'avais eu quand même. Donc je me suis lancé dans la pâtisserie et là, ça a été une découverte absolue en fait. Je me suis vraiment trouvé. J'ai travaillé avec des chefs cette année-là. En fait, la mention, c'est bien parce que il y a 3 stages. Enfin, nous, il y avait 3 stages. Donc 2 stages en restaurant gastronomique et un stage en boutique. Ok. Donc c'est assez complet. Donc c'est je crois que c'est 11 semaines enfin il y a 11 semaines de stage en fait dans l'année. Donc c'est quasiment plus de 6 mois en fait de l'année qui est composé de stages et d'immersion professionnelle. Et que ça soit autant en restaurant que en boutique, bah, la pâtisserie, ça m'a touché en fait parce que moi je suis quelqu'un qui est très créatif. J'ai toujours eu beaucoup d'idées sur les associations, les goûts et des fois ça m'arrive de partir un peu dans tous les sens. Et la pâtisserie m'apporte une structure et me permet en fait d'être plus technique et d'être plus précis dans ce que je fais. Mais en même temps, elle me donne la possibilité de vraiment aller au bout de ma créativité. C'est-à-dire que les couleurs, j'aime beaucoup en fait le travail des couleurs, du design, des formes, des textures. Et en fait, on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin dans les textures et dans les formes en pâtisserie qu'en cuisine, en fait, on a quand même une notion où on va respecter le produit, quoi. On peut pas, une belle pièce de viande ou de poisson, on va pas s'amuser Ouais. à la faire en triangle ou voilà, en carré. On peut, mais la pâtisserie, en fait, c'est beaucoup plus libre dans l'univers des formes, quoi, et du design, en tout cas. Donc c'est surtout ça en fait qui t'a attiré le plus dans la pâtisserie, c'était ce côté visuellement tu peux aussi beaucoup plus t'amuser. Parce que bon, Ouais. les saveurs, tu peux aussi t'amuser en cuisine, quoi. Donc c'est vraiment le côté design visuel. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Et la texture, en fait, le côté un peu texturant. Après, j'aime beaucoup les textures de température, donc l'univers glacé. Enfin, en fait, ça m'enchante. J'ai toujours aimé manger des glaces et manger justement des choses un petit peu froides. Et, euh, et en fait, ouais, les fruits. L'acidité, le sucre et tout. J'ai toujours aimé ça en fait. Donc voilà, c'est évident. Et puis comme je disais, ça m'a apporté une structure en fait, des recettes assez précises à suivre et donc ça me canalisait en fait.
Parce que est-ce que tu trouves que le fait d'avoir une structure, du coup, tu as plus de place pour la créativité, notamment, toute la créativité un petit peu visuelle qu'il va y avoir derrière, comme, finalement la «recette» entre guillemets est un peu plus structurée et donc tu peux t'amuser visuellement? Ou est-ce que, c'est sinon tu peux partir trop, trop loin et du coup, là au moins tu as plus un cadre qui te limite dans ce que tu pourrais faire? Oui, c'est un peu ça parce que, même en cuisine, je pense que je serais enfin, du coup, si j'étais parti en cuisine, je pense que soit à des moments, je serais parti vraiment trop loin et je perdrais un petit peu peut-être, les clients ou les gens qui vont goûter ce que je fais, parce que, en fait, j'ai le ressenti que c'est un petit peu plus, pour moi, la pâtisserie parce que, ça me permet de me canaliser, mais en même temps de m'exprimer, 10 fois plus, quoi. En fait, ça me guide, voilà. C'est un peu un guide voilà, j'aime beaucoup. Moi, je vis mon métier comme une passion et comme un enfant qui chaque jour découvre un produit. Je mets de l'amour dans toutes mes recettes et puis même avec mon équipe, hein, on parle toujours d'amour. Je pense que chaque instant est précieux et par exemple, quand j'ai un de mes collègues qui fait quelque chose, je lui dis toujours: «Mets beaucoup, beaucoup d'amour dans ce que tu fais». C'est le plus important. En fait, si c'est à toi de sentir, en fait, moi je t'apporte, les bases et les recettes, mais en fait, si toi tu la comprends pas ou si tu donnes pas, l'amour qu'il faut, bah, ça suffira jamais et en fait, ce qu'on met dans l'assiette, c'est ce que le tout le les émo toutes les émotions qu'on va mettre dans notre assiette, c'est ce que le client va ressentir. Si on fait des choses trop précises, trop figées et ben, la personne va être beaucoup trop sur la technique et enfin le client va comprendre la technique, mais va pas avoir, on va pas le toucher en fait, on va pas toucher sa sensibilité et ça, je pense que c'est important en fait d'y mettre un peu du sien et d'aimer ce qu'on fait, d'aimer, toutes les petites choses qu'on va apporter au quotidien, quoi. Effectivement et d'ailleurs Voilà. pour la partie, très, très visuelle et cetera de tes desserts, j'ai très envie d'en reparler. Mais avant ça, c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas, le dimanche midi? Je pense que soit une bonne petite glace, à partager ou après ça peut être, une île flottante, Mmh. parce que c'est très léger, j'aime bien l'île flottante. Je trouve que, en vrai, c'est hyper chaleureux une île flottante. J'aime bien. J'aime bien la légèreté un peu de ce blanc d'œuf monté avec l'onctuosité de la crème anglaise, Mmh. ouais Oui, c'est ça, c'est assez et doux puis en vrai comme, Après, on peut l'assaisonner avec tout un tas de choses, si on la veut un peu plus épicée ou ouais. un peu plus fraîche. En vrai, il y a pas de limite. Si, à la place de mettre une crème anglaise, on peut mettre un coulis de fruits, enfin voilà, on peut vraiment, s'amuser un petit peu, aussi, et ça reste léger. Moi, j'aime bien les desserts qui sont assez légers et assez simples aussi, en vrai. Très bien. Est-ce qu'il y a une saveur, qui t'évoque ton arrivée au Beau Rivage Palace à Lausanne? En fait, il y en a plusieurs, mais un produit que j'ai beaucoup travaillé, d'autant plus au départ et qui me suit au quotidien, c'est le sapin. OK. Le sapin parce que déjà, en fait, moi heu, j'aime beaucoup la botanie, j'aime beaucoup les plantes médicinales, les bienfaits. Je regarde, énormément les bienfaits des plantes, je me balade beaucoup en forêt et en fait, j'ai travaillé le sapin parce que, en fait, on peut le travailler vraiment toute l'année. On peut le travailler, il y a le côté boisé, il y a le côté résineux, on peut le fumer, il y a le parfum, des feuilles, des branches et on va vraiment aussi avoir des acidités, sur les bourgeons de sapin et je trouve que c'est vraiment un produit assez complet qui fait partie intégrante du terroir, des Alpes et on peut vraiment l'associer, que ce soit avec du chocolat, avec, des agrumes, avec, des fruits rouges. On peut vraiment l'utiliser toute l'année
et comme condiment, c'est vraiment, parfait, quoi, en vinaigre ou ouais, ou en liqueur. T'as dit, et ça m'intéresse beaucoup, donc tu beaucoup la botanique, pardon, les plantes et tu à toutes les impacts des plantes et cetera. Est-ce que tu utilises aussi les plantes pour, ce qu'elles vont, enfin, procurer ou ce qu'elles peuvent nous faire? Dans le sens où utiliser aussi les bienfaits des plantes dans le dessert et un peu relier tout ça? Bah, bien sûr, dans le sens où il y a des méthodes, c'est-à-dire qu'on va, par exemple faire, pour des fois concentrer les huiles essentielles de chaque plante, on va réaliser des décoctions ou des huiles et en fait, on va vraiment extraire un maximum. On va essayer de pas forcément en fonction de telle ou telle plante, chauffer ou moins chauffer les extraits pour justement conserver un maximum d'huile essentielle. Et donc, il y a forcément un impact au niveau de la digestion. Je pense qu'en Mmh. termes de nutrition, surtout quand on vient dans un restaurant où on mange 5, 6, voire 10 plats avant, il est important d'avoir quelque chose de relativement digeste qui va nous permettre de terminer le repas en gourmandise, bien sûr, mais en fait, qui va permettre, il y a des fois des enzymes aussi qui permettent en fait d'assimiler un petit peu Mmh. le repas. Donc, en fait, moi, ça fait plusieurs années, ça va faire maintenant 7 ou 8 ans que j'ai arrêté de me soigner avec des médicaments parce que j'ai eu des personnes dans ma famille qui sont tombées malades et qui ont eu voilà, plus de soucis de santé avec les médicaments et ça m'a donné la raison de me baser sur une médecine plus douce pour moi et d'être à l'écoute un petit peu de mon corps. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment découvert l'univers de la botanie quand j'étais à Marseille. En fait, je me balade dans les rues et même dans les forêts et je sens toutes les plantes. Et souvent, je cherche, si je sens une plante qui me tilte un petit peu, je vais essayer de rechercher un petit peu l'origine, la provenance, que c'est, le nom et les bienfaits, forcément. Suite à ça, j'ai fait évoluer un petit peu les choses. J'ai travaillé un petit peu dans des jardins. Euh, j'ai développé des jardins en fait de plantes aromatiques. Et donc l'univers en fait de l'herboristerie est une passion qui se développe de plus en plus en moi, que je cherche à perpétuellement développer. Et donc même je pense faire une formation en herboristerie d'ici 1 ou 2 ans, en OK. fait, me lancer un petit peu dans cet univers-là parce que je pense que c'est important en fait de comprendre et de pouvoir conseiller de la meilleure des façons les personnes qui vont derrière avoir des problèmes voilà, physiques ou mentaux en fait. C'est très intéressant. Après, c'est vrai que dans chaque plante, il y a énormément d'huiles essentielles et de concentrés. J'ai eu la chance aussi de visiter, une pépinière qui est à Romans-sur-Isère, parce que quand je suis rentré dans l'univers d'Anne-Sophie Pic, elle est énormément, portée sur l'aspect végétal, et sur toutes les plantes aussi Mmh. et les épices et en fait, à Romans-sur-Isère, il y a une pépinière qui s'appelle, enfin, c'est Laurent Bourgeois, qui cultive, toutes sortes de plantes aromatiques et médicinales. Il a, par exemple, une cinquantaine de variétés de menthes différentes. Il a des tagettes, il a des sauges, il a vraiment énormément de plantes. Ça s'appelle Aromantique et en découvrant en fait, cette pépinière-là, j'ai compris un petit peu que chaque variété se limitait pas à une seule sorte en fait de plantes OK. et qu'on pouvait vraiment, extraire, différents arômes, chez chaque variété de plantes aromatiques. Ça m'arrive, par exemple, dans un dessert, de composer le dessert de plusieurs menthes différentes. Là, actuellement, à la carte, par exemple, j'ai un dessert pomme, menthe, chiso et chartreuse, et j'utilise 6 menthes différentes et qui vont avoir un intérêt gustatif. Et en fait, c'est justement ce
cannelle de menthe qui apporte une structure et une complexité au dessert. Mais ça reste la même variété, en fait. Donc, c'est super intéressant, l'univers des plantes. Est-ce que quand tu as Ouais. compris ça, est-ce que quand tu as compris justement, enfin, en tout cas, ou quand tu t'es intéressé, pardon, beaucoup plus à la botanique, et cetera, est-ce que ça a changé, ta manière de faire de la pâtisserie? Parce que tu vois, je trouve que quand tu dis, ça, bah, par exemple, juste en se basant sur la menthe, tu peux en utiliser plusieurs sortes et du coup avoir plusieurs goûts, plusieurs choses un peu différentes. Ça fait presque penser tu vois, aux pâtissiers qui vont utiliser différents types de vanille pour faire un dessert à la vanille. Enfin, est-ce que du coup, toi, ça a changé ta pâtisserie et comment? Bah, complètement parce que du coup, on a la chance au Beau Rivage d'avoir un petit jardin où on cultive une cinquantaine de plantes aromatiques. Et puis même dans le quotidien, je me balade énormément, je vais dans des jardins botaniques, je regarde beaucoup les plantes sauvages, je les sens, je les goûte et j'essaye d'analyser justement avant de les goûter parce qu'il peut y avoir des plantes qui sont dangereuses, hein, faut faire Oui. attention. Mais du coup, il y a quelque chose qui est au quotidien assez instinctif, dans le sens où quand je me balade, ou quand je vais dans le jardin, on va dire que je vais avoir le besoin pour la saison de créer un dessert autour d'un produit, comme bah, là, la pomme, la poire, ou ben, ça peut être la fraise, la mirabelle, enfin, tout dépend la saison. Et en fait, je vais me balader dans le jardin et ça a apporté déjà une structure. Je vais sentir et instinctivement, en fait, je vais créer mon association. Donc en fait, ça m'a apporté énormément parce que dans le quotidien, c'est une bibliothèque de saveurs vivante. Parce que Mmh. quand on se rend compte que si par exemple on utilise une plante, enfin un fruit, pardon, de saison, et qu'on se rend compte que en même temps, et ben en fait, il y a une plante, c'est son c'est son plein moment de floraison ou c'est la période dans laquelle elle va plus s'épanouir, et ben, tout de suite, on va faire un lien et par exemple, vous utilisez, la reine des prés. La reine des prés au mois de juin, juillet, en fait, c'est la pleine période où elle va partir en fleurs, où elle va avoir plein de pollen et être à point. Et ben, vous l'associez par exemple avec de l'abricot ou avec de l'amande, et ben, c'est un accord parfait. C'est un accord qui est juste magique parce que va y avoir ce côté amandon, floral, beurré, et avec l'acidité, le sucre de l'abricot, et ben, ça va combiner parfaitement. Et la nature est souvent bien faite parce qu'elle nous apporte les nutriments qu'on a besoin toute l'année au bon moment. Par exemple, là, là en ce moment, on a beaucoup de racines. On a toutes les racines, elles vont nous apporter des antioxydants, des vitamines qui vont nous permettre de tenir correctement pendant l'hiver. Et par exemple, en ce moment aussi, on a tous les carottes, les courges, le curcuma qui va nous apporter aussi ben, toutes les vitamines qu'on va avoir besoin pour passer cette période un petit peu de transition avec le froid et l'hiver. Et je trouve que au final, quand on est à l'écoute un petit peu plus de la nature, et ben, on se rend compte que c'est hyper bénéfique pour nous et pour notre santé. Et en plus de ça, ça nous facilite la vie dans la création parce que du coup, on fait voilà, on se fait des petits jeux d'association. Après, voilà, il faut quand même toujours. Moi, j'ai toujours besoin de l'accord des personnes qui sont autour de moi aussi, savoir si les émotions, par exemple, si je travaille un dessert, je suis pas tout seul, donc je vais toujours avoir besoin de faire goûter aux personnes autour de moi et de voir un petit peu percevoir si je vais dans la bonne direction ou non. Oui, forcément. Mais d'ailleurs, parce que donc, tu vois, tu disais, je me base sur d'abord tel fruit et ensuite je me promène pour voir quelle plante pourrait aller avec. Est-ce que ça se passe toujours dans ce sens-là ou est-ce que comme t'aimes tellement les plantes, des fois t'as envie de te dire, je veux mettre telle plante à l'honneur et on va se baser où, tu vois, la star, ça va être la plante et pas forcément le produit à côté. Ah ben bien sûr, j'ai déjà fait des desserts, complètement, Aux verts plantes. en fait, complètement sur le végétal, que ce soit, bah, décliner, par exemple des tagettes ou, oui bien sûr, j'ai travaillé bah, des fois on va avoir des bases, ou des desserts un peu emblématiques, comme,
où vous allez avoir un millefeuille ou un riz au lait, ben, vous n'allez pas forcément avoir un fruit. Après, le fruit va nous apporter quand même une acidité ou une sucrosité, une texture qui va nous permettre aussi d'avoir un liant, mais c'est pas forcément toujours nécessaire parce que ce qui est important aussi, c'est toujours avoir la structure dans le palais. En fait, déjà, on va travailler quand je travaille sur un dessert, je travaille toujours sur une structure aromatique où j'ai toujours de l'acidité, du sucre, du sel et de l'amertume. Et en fait, c'est essayer de trouver le bon équilibre et c'est essayer de chercher un petit peu. euh, Soit on va chercher plus d'acide, soit on va chercher plus de sucrosité et de gourmandise, mais en soi, il y a toujours quand même cet équilibre qui doit se faire. Et ça permet déjà de toucher la sensibilité des gens. Et après, il y a la rétro-olfaction, le parfum, et ça, c'est l'émotion. Ça veut dire que c'est le feeling, c'est ce qu'on veut en fait faire passer comme message. Ça va être vraiment cette odeur, ces caudalie qu'on va travailler. Et après, bah, la texture aussi, c'est une question d'émotion parce qu'il y a toujours un Oui. croustillant, il y a toujours un fondant, il y a toujours un moelleux. Euh, En fait, c'est hyper passionnant parce qu'au quotidien, on est amené à travailler sur du plaisir, sur de la gourmandise, sur ses émotions et ses sensations, quoi. Et l'impact visuel aussi est super important parce que du coup, on se fait tout de suite, on peut avoir une idée d'un plat ou d'un dessert et après avoir complètement une autre surprise en bouche parce que des fois, on va avoir l'impression que ça va être quelque chose de très doux, Mm. très réconfortant et finalement, on va avoir quelque chose d'ultra amer avec, un croquant et on se dit: «Mais en fait, c'est une claque et c'est pas mal, en fait». L'amertume, c'est pas quelque chose que j'aime trop, mais en fait, là, Ouais. j'aime bien parce que ça me surprend et heu et voilà, bah, en fait, c'est ça, quoi. C'est essayer de jouer un petit peu avec les éléments et donner de la surprise et surtout, beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour, quoi. Moi, je prends mon métier et mon quotidien comme un jeu, je le vis pas du tout comme une contrainte et c'est grâce à ce métier, quoi. Honnêtement, je pense que c'est un des métiers le plus, intéressant, et le plus passionnant qu'on puisse faire parce que, ben, en fait, on s'amuse, quoi. C'est vrai et je trouve que c'est absolument passionnant, comme métier et en n'étant pas du métier, je trouve vraiment que c'est ouf, enfin, c'est tellement créatif. Ce que j'adore, c'est tu as le côté très créatif et artistique et à la fois, en fait, tu as aussi toute la partie gustative, heu, bah, je trouve qu'il sublime, en fait, le premier point, tu vois? Et je trouve que Mmh. c'est ça qui ajoute une nouvelle dimension, à tout ça et je trouve ça incroyable. Bah, il y a tout cet aspect de source aussi, le sourcing en fait, Ouais. nous on arrive là, on n'a rien créé, on n'a rien inventé, tous les produits en fait que qu'on a, c'est des produits qui existent depuis des centaines ou des milliers d'années et en fait on constate juste le en fait le travail de d'autres hommes qui ont réussi à par exemple, vous voyez les agrumes, ben, les agrumes, c'est hyper complexe. Mais c'est un fruit qui a été un petit peu fabriqué aussi par la main de l'homme. Et si aujourd'hui on a la chance d'avoir autant de diversité, c'est parce que il y a eu toutes ces pollinisations Mmh. et en fait l'aspect voilà, le respect de la nature, le respect des climats, de l'environnement. Je pense que c'est aujourd'hui et depuis toujours, c'est quelque chose de d'hyper important et nous, en fait, on est messager de ça, quoi. Parce en fait, on a la possibilité d'avoir un contact avec des producteurs qui donnent beaucoup d'amour dans ce qu'ils font. Et en même temps, on a cette clientèle qui découvre. Et en fait, nous, on est un petit peu, enfin, on fait un peu toute cette mécanique, on transforme. Nous, notre métier, c'est vraiment de transformer, mais d'être autant sur l'aspect sourcing et découvrir un petit peu ben, tous les produits qu'on peut avoir dans le monde entier. Et en même temps, ben, on va avoir le contact avec toutes les personnes qui vont venir déguster notre travail et qui vont nous donner qui vont prendre conscience aussi de sourcing, de cette production, de ce travail bien fait. Et c'est pour ça que moi, je mets toujours en avant les personnes avec qui je travaille au quotidien, les producteurs,
qui font un boulot ben, incroyable parce que des fois c'est pas facile en fait. Il y a des hivers, il y a des hivers plus chauds, il y a des étés plus froids, il y a des intempéries. Il suffit que il y a une année comme cette année, il suffit que pendant une semaine ou 2 jours au mois d'avril, il y ait de la gel, enfin du grêle, enfin de la Mm. grêle, pardon, ou du gel. Je mange un peu mes mots, je suis désolé. Et en fait, toute la floraison, parce que s'il y a eu, il y a eu un coup de chaud juste avant, bah, il va y avoir la floraison et du coup, on va perdre par exemple 70 ou 80% de la production de l'année. Et je trouve ça triste parce que derrière, bah, les producteurs, ils s'arrachent un petit peu pour essayer de faire de leur mieux, quoi. Et c'est important au final qu'on parle d'eux, qu'on soit dans l'échange et voilà. Oui, et de les mettre en avant. Et effectivement, bah, tu t'en parles depuis tout à l'heure, donc c'est vrai que tu vois, toi, on comprend vraiment que tout ce côté de la nature, c'est énormément présent et de rendre hommage bah, à la nature et aux producteurs, parce que forcément, aujourd'hui, les produits, on les a aussi grâce aux producteurs, qui, eux, sont encore plus au contact de la nature que tout le monde. Et donc je trouve que visuellement, ça se retranscrit énormément ce côté, nature. Toi, il y a toujours, de la verdure dans tes desserts visuellement ou alors des papillons, des fleurs, enfin, c'est très joli. Et heu et je me demandais du coup enfin, comment est-ce que tu décides du visuel dans le sens où qu'est-ce qui va t'inspirer, heu, ce visuel-là pour mettre autant de fleurs enfin, voilà, comment est-ce que tu doses un petit peu, ce côté enfin Alors, bah, pour le côté visuel, déjà, en fait, je travaille beaucoup, il y a cet aspect un peu de design, de forme. Moi, je pense que j'ai des chefs, comme Eric Verboed, mon chef, exécutif en pâtisserie, au sein de la maison Pic et du groupe Pic, qui est un grand créatif et qui m'apporte, beaucoup en termes de créativité et qui a beaucoup, en fait, m'a ouvert les yeux sur le design et en fait, moi, j'aime beaucoup les mandalas, OK. déjà. Les mandalas, en fait, c'est un art qui est basé sur des fleurs, sur une histoire, sur l'Ayurveda, donc qui est une culture. L'Ayurveda, c'est une culture, en fait, c'est la plus vieille culture qu'on connaît, enfin qu'on puisse connaître sur cette terre, en termes de médecine et en termes de. Donc, c'est indien. Et, euh, et en fait, il y a énormément je conseille à tous les gens qui vont nous écouter aujourd'hui d'approfondir un peu leurs recherches dans l'Ayurveda parce que c'est vraiment un guide au quotidien pour nous aider dans la nutrition ou dans la méditation. Et voilà, déjà ça. Et en fait, je trouve que cet univers est hyper inspirant. Donc je dessine souvent dans mes assiettes des mandalas. Ensuite, souvent, la chef la première fois que je lui ai fait un dessert, je me suis amusé à mettre de l'oxalis sur un dessert au Mmh. chocolat. Et elle m'a dit, mais pourquoi, Thibaut, pourquoi vous avez mis de l'oxalis cette fois-ci? Et je dis, ben, parce que je suis allé dans le jardin et que ben, j'aime ça, je trouvais qu'elles étaient jolies, donc j'ai voulu en mettre une petite pousse. Et elle m'a dit, mais là, Thibaut, ça a aucun sens. En fait, si la plante n'a pas d'intérêt gustatif en lien avec votre dessert, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, les pousses et les plantes qu'on utilise au restaurant sont essentiellement les pousses du jardin. Donc elles ont tout un intérêt gustatif. Mmh. Par exemple, quand je reviens sur mon dessert à la pomme et à la menthe, et ben, les 6 variétés de menthe qu'on va avoir, qui vont composer le dessert, sont aussi en pousses. Et donc, je décide un petit peu de la quantité que je vais mettre en fonction un petit peu du goût que je veux faire passer dans le dessert, quoi. Il y a un dosage. Il faut pas non plus exagérer parce que si on se met à mettre beaucoup de pousses, après on va avoir une salade, quoi. On va avoir un gargouillou comme chez Michel et Sébastien Brasse. D'ailleurs, ça c'est incroyable.
comme plat. Alors, je conseille à tout le monde de voir le film Entre les bras. Donc c'est Ok. un film en fait qui est fait par Michel et Sébastien Brasse qui sont à l'Aïeul, qui travaillent les plantes et qui ont ce côté artistique aussi dans leurs assiettes. Et en fait, eux, ils font un plat à base de plantes sauvages et cultivées qui s'appelle le gargouillou, qui contient entre 100 et 110 plantes aromatiques différentes. Et chaque plante a un intérêt gustatif. Euh, et je pense que j'ai jamais eu l'occasion de goûter ce plat, mais je m'en fais une idée et je me fais souvent des petits gargouilloux à la maison comme ça, où je ramasse des petites plantes à droite à gauche et puis j'essaie de dessiner une salade avec. Et, et, euh, et honnêtement, enfin, je trouve que voilà, c'est différentes choses. Enfin, c'est des choses un petit peu inspirantes. Je pense que il y a une notion de feeling, il y a une notion d'instant. Là, par exemple, si j'ai décidé de mettre des papillons sur Ouais. le dernier dessert que j'ai fait à la poire, donc c'est une poire en fait rôtie et infusée à la cannelle cassia avec un trait d'armagnac en fait qui vient désucrer un petit peu ce côté un petit peu caramel gourmand et il y a une pointe de citron noir. Si j'ai décidé de mettre des papillons, c'est parce que émotionnellement en fait j'ai perdu quelqu'un de très proche dans ma famille ces derniers temps. Et elle adorait la poire, elle adorait la cannelle. Et en fait, c'est un peu un hommage. C'est un peu une période où ben, elle va prendre son envol. Et en fait, à ce moment-là, je suis allé dans une colline vers chez moi. Et au moment où je réfléchissais un petit peu au dessert. Et qu'en plus, ben, j'allais voir cette personne. Je suis allé sur une colline vers chez moi et en fait, c'est marrant, mais le jour où je suis allé me balader, prendre l'air, et ben, il y avait plein de papillons Mm. qui sont sortis un petit peu et il y avait plein de papillons ce jour-là et c'était un peu une période automnale et je crois que en fait, c'est un peu la période où les papillons sortent, quoi. Je crois qu'ils restent un petit peu dans leur cocon pendant l'été, ils grandissent et après ils ressortent un petit peu au moment où il va y avoir l'hiver. C'est quelque chose les papillons, c'est un peu éphémère et Mm. c'est un petit peu c'est aussi la nature et c'est tellement beau quand on en voit. Enfin, voilà, moi je trouve que. En fait, il y a plusieurs hommages, mais en fait, je réfléchis toujours dans mes desserts à une petite histoire. Ouais. Il y a toujours un lien avec une émotion que je peux ressentir. Il y a toujours un lien avec une envie ou une découverte, avec une histoire passée, de l'enfance ou il y a toujours un souvenir en fait qui découle d'un dessert, enfin dans le dessert, et, par rapport à un produit, voilà. Par rapport à des sens aussi. Euh, je me souviens par exemple la Mirabelle. Cette année, j'ai travaillé la Mirabelle avec du foin. Donc en fait, Ok. je faisais une glace au foin et, et des petites Mirabelles compotées et cuites. Et j'associe ça, j'ai apporté de l'acidité avec de la bergamote. Et en fait, j'ai le souvenir d'un été avec mon père, on allait ramasser des mirabelles vers chez moi. Et juste à côté, il y avait un champ où il y avait des chevaux. Il y avait Ok. des chevaux. Ah. Et en fait, pour donner, on donne du foin aux chevaux, enfin comme alimentation, quoi. Et en fait, je me souviens de manger cette mirabelle sur l'arbre comme ça, et de sentir et Mm. de voir au loin le foin. J'avais cette odeur de foin, de mélilo, d'herbes coupées, et je mangeais cette mirabelle. Et en fait, cette année, je sais pas, je m'en suis pas rappelé au départ, mais j'ai goûté la mirabelle comme ça, j'ai Mm. bu de l'acidité, de la sucrosité. Je me suis dit, mais je mettrais bien de l'herbe coupée, je mettrais bien cette odeur de foin réconfortante. Et après, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, mais incroyable. En fait, ça marchait super bien et souvent, c'est des souvenirs comme ça, quoi. C'est beau. C'est des petites histoires. Ouais, c'est trop cool justement Enfin, moi j'adore, je trouve quand chaque dessert a vraiment une histoire, mais en plus une histoire très très précise, tu vois, et qu'elle signifie vraiment quelque chose pour toi, et que, enfin, ouais, il y a tout un récit derrière, je trouve ça incroyable.
Et pour continuer, tu vois, sur la partie visuelle, alors moi, j'invite vraiment les gens à aller regarder tes desserts sur Instagram ou quoi que ce soit parce que vraiment, c'est très très beau et je trouve que en plus, tu vois, Merci. en plus de ce côté très naturel, il y a aussi, alors ça, c'est plutôt pour les desserts façon entremets, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'abondance. Alors, bah, du coup, qui fait enfin, penser un peu, tu vois, justement à la nature qui te donne beaucoup et c'est très, enfin, c'est pas chargé, enfin il y a beaucoup, enfin non, pas il y a beaucoup d'éléments. Je sais pas comment le retranscrire assez bien, mais en fait je trouve qu'il y a beaucoup l'abondance avec plein d'éléments qui donnent très envie et qui font presque aussi un tableau vivant. Tu vois, parce que je trouve que souvent, tu vas Oui, aussi avoir certaines choses qui font un peu des branches, des choses comme ça, et je trouve qu'on dirait un petit peu une nature vivante devant toi sur ton dessert, et je trouve ça trop bien. Et j'adore ce côté-là. Et en plus, comme bah, alors ça, tu l'as dit au début, mais c'est vrai que ça se voit beaucoup. Il y a aussi beaucoup de couleurs. Et je trouve que, mm, tu vois, finalement, tes desserts respirent aussi beaucoup la joie. Mais je trouve que, du coup, ça va mm. un peu enfin, pas en contradiction, mais ça va en opposition avec plutôt, tu vois, une vision de la pâtisserie avec des desserts très épurés où t'as quasiment aucun élément. Et moi, ce que je trouve aussi très chouette dans tes desserts visuellement, c'est que c'est ça, t'as beaucoup de choses et ça donne très envie. Est-ce que ça représente aussi un peu une autre vision de ta pâtisserie ou est-ce que c'est vraiment juste parce que visuellement, toi, t'aimes bien quand bah, il y a plein d'éléments, c'est vivant, quoi. Bah, après, je pense que je fais des choses aussi des fois un peu épurées, mais déjà, premièrement, merci Oui. beaucoup pour les compliments, ça me touche énormément. J'ai eu un petit frisson quand tu as parlé des couleurs et justement de cet aspect d'abondance. Pour moi, oui, c'est important qu'on soit dans la gourmandise, dans la générosité, dans le partage. On fait jamais les choses que pour soi. J'ai pas envie de cacher quoi que ce soit. Après, voilà, chaque élément a généralement du sens Mm. Oui. dans la pâtisserie que je fais. Mais c'est vrai que j'aime bien les couleurs, j'aime bien que ça respire la joie, le bonheur, l'esthétique a un intérêt. Je prends du plaisir à dresser, à composer un petit peu Mm. les différents éléments. Et souvent, voilà, en fait, c'est toujours des petits jardins. En Ouais. fait, moi, je travaille comme un petit jardin où chaque élément va apporter une petite chose, un petit peu, un petit intérêt, un petit croquant, une petite acidité. On va venir rechercher un petit peu différents éléments. C'est pas monotone, en fait. J'aime pas trop m'ennuyer, donc voilà, je cherche à dynamiser un peu tout ça. Et oui, effectivement, les couleurs en fonction de chaque saison m'importent beaucoup parce que euh, j'aime vivre en fait, Mm. j'aime partager, j'aime échanger et depuis tout petit, c'est ce qui m'a toujours plu et c'est ce qui m'a toujours donné envie de faire ce métier, c'est le partage, l'échange et la générosité. En fait, à chaque fois que je faisais un dessert quand j'étais enfant, on était toujours plein à partager et à échanger. Et bon, il y avait des bons ou des mauvais avis. On peut pas plaire à tout le monde. Mais il y avait toujours des avis et justement c'est rendre les choses vivantes quoi qui me plaît, qui me booste. Après je vais revenir sur ça. Moi je j'ai j'ai une, il y a des gens dans ma vie professionnelle qui m'ont beaucoup apporté et il y a des gens que j'ai jamais rencontrés et qui m'ont toujours un peu guidé aussi. Ok. Et par exemple, quelqu'un comme j'admire un chef comme Pierre Hermé. Parce qu'il a cette capacité d'originalité, de gourmandise et en fait, le pouvoir qu'il a, c'est qu'il arrive à faire découvrir de nouveaux produits à des nouvelles personnes, enfin à des personnes, à quasiment, les gens quand ils goûtent une pâtisserie de Pierre Hermé, ils sont quasiment tous unanimes en disant: «Ben, moi j'ai goûté une pâtisserie de Pierre Hermé, c'était incroyable» et ça je l'ai entendu au moins 1000 fois et en fait, ce pouvoir-là, c'est de trouver toujours l'équilibre de saveur et de goût pour plaire à une majorité de personnes. Il y a eu des fois où je me suis un petit peu perdu dans mes créations.
j'ai voulu trop en faire. Et maintenant, je m'aperçois qu'en fait, c'est important. L'équilibre est important. Et en fait, essayer de se mettre à la place de tout le monde. Ça veut dire que moi, j'ai envie de faire une pâtisserie aujourd'hui qui plaît à au moins Mm. 90% des personnes qui vont la goûter. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais à partir du moment où j'ai compris que la recette et l'ingrédient mystère, c'était l'amour et Oui. c'était un petit peu la gourmandise. Et c'était cette envie de partager et cette envie un peu d'abondance, quoi. Ouais, mais et c'est vrai, tu vois, visuellement, je trouve que ça se ressent vraiment. Et c'est, enfin, tu vois, c'est ça, je trouve que ça frappe en fait à quel point ben, tu as ce côté, tu vois vraiment que ton dessert, en fait, il va t'offrir plein de choses, tu vois. Parce que visuellement, il est bien, il est très beau, mais en plus, en vrai, tu vois, je trouve ça fou parce que c'est très difficile à décrire. Mais je trouve ça fou parce que à la fois, tu vois, tu as un visuel qui est très travaillé. Enfin, je veux dire, il y a plein d'éléments, mais en même temps, c'est que des éléments qui sont, ben, comme tu l'as dit, en fait, qui font petit jardin et de genre tout ce que tu vas retrouver un petit peu dans le dessert. Et du coup, je trouve que ton dessert est encore plus vivant de Mm. voir tout ce qu'il y a dessus, dedans. Et d'ailleurs, je me demandais, puisque du coup le visuel est quand même assez important, tu vois, et que il a une place très présente dans ta pâtisserie quand même, l'esthétique. À quel moment est-ce que tu la penses? Est-ce que ça vient quand même vraiment à la toute fin ou est-ce que bah tu des fois justement en te disant bah visuellement ça va ressembler à ce petit tableau, à ce petit jardin, tiens si j'ajoutais un peu de vert parce que bah dans un jardin il y a toujours un peu de vert, du coup je vais devoir mettre une herbe potentielle. Enfin, bon, ça tu le fais régulièrement mais du coup je vais ajouter tel élément dans mon dessert pour que ça soit aussi coloré. Alors, déjà, ben, moi, j'ai la chance d'avoir rencontré Anne-Sophie Pic et de travailler au quotidien avec elle et avec le chef Eric Mm. dans les créations. Euh, et eux ont déjà énormément contribué au fait que j'apporte une importance au visuel. Ouais. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais eux sont hyper portés sur le design, sur les formes, les couleurs, le dressage. Et ça a été deux énormes mentors pour moi dans ce sens-là. Et ils m'ont poussé à cultiver ma personnalité aussi et à me sentir libre de visuellement m'exprimer tout en ayant du recul et des bons conseils. Donc déjà, eux m'ont énormément guidé et me donnent la possibilité au quotidien de m'exprimer et c'est une chance hein, de pouvoir le faire. Je m'épanouis et c'est grâce à eux, quoi. Ensuite, en fait, ce que je fais, c'est que déjà au début d'année, je réfléchis à une trame aromatique, à Ok. différentes trames aromatiques pour toute l'année. Donc en D'accord. fait, je prends mois par mois et je décide de travailler sur ben, un mois chaque fruit, quoi. En fait, je prends tous les fruits. Donc je fais ce travail de trame aromatique que je décide de mes associations de saveurs en amont, au début d'année. Et donc ça, en fait, je leur envoie. Je leur envoie à Eric et à la chef. Donc eux, ils me valident ou non mes accords. Ils réajustent un petit peu, on va dire, mes choix si c'est nécessaire. Ça arrive qu'ils aient rien à dire ou ça arrive qu'ils me disent, ben là, Thibaut, ça va pas du tout marcher. Enfin, et moi je leur fais complètement confiance parce que tous les conseils qu'ils m'ont donnés ont toujours été justes et m'ont toujours permis d'évoluer ou de trouver des nouveaux produits ou de ça a toujours été constructif. Même si des fois, ce que je proposais, j'étais sûr aussi de mes accords, mais au final, ce qu'ils me proposaient, eux, en contrepartie, était toujours hyper intéressant. Donc, je leur remercie je sais pas s'ils vont écouter le podcast, mais en tout cas, c'est deux grands mentors pour moi et c'est deux personnes qui ont énormément contribué à trouver ma personnalité et à m'aider. Ensuite, bah, le côté un petit peu, je dessine un petit peu de temps en temps et en fait, je fais travailler beaucoup le visuel dans ma tête. Mm. C'est-à-dire
C'est-à-dire quand je prends la décision de travailler sur l'un des desserts que j'avais prévu, donc je m'y prends pas au dernier moment, mais je m'y prends un mois avant, on va dire. Parce que, par exemple, je peux pas travailler, faire mes essais sur la pêche au mois de janvier, ou parce que j'ai pas Oui. les bonnes pêches et que c'est compliqué. Donc, en général, je m'y prends un petit mois avant parce que j'arrive à trouver quelques pêches. Je sais que c'est pas la maturité parfaite et donc je sais que le dessert il va prendre encore une envergure différente quand on aura le bon produit, mais déjà au moins ça me permet un peu de cibler. Euh, et en fait, après, je fais les choses aussi de façon assez instinctive. C'est-à-dire que j'essaye de me laisser aller sur les formes. Je vois un petit peu au quotidien, en fait, euh, en fait, je me fais une image de, de ce que j'ai envie d'apporter dans le dessert avec l'association de goûts, de ce que j'ai envie de travailler dans chacun des goûts, comment j'ai envie de les mettre en valeur, ces aromatiques. Et ensuite, je fais toujours une glace et un sorbet déjà pour me donner une idée. Je commence toujours par une glace et un sorbet et ensuite je fais les autres éléments. Donc je fais des espumas, je fais des sablés ou des biscuits ou des confits voilà, je travaille un peu les textures et après j'assemble en fait. Et en fonction des couleurs que je vais avoir et obtenir grâce à mes essais, ça va aussi me donner des idées, quoi. Si par exemple je pars dans un esprit un petit peu floral, je vais me dire, ah bah tiens, là, ça serait intéressant de travailler une fleur en design, quoi. Si je pars en fait, ça dépend ce que ça m'évoque, quoi. Si c'est plutôt solaire ou si c'est plutôt Mm. floral ou si c'est plutôt frais ou plutôt herbacé. Voilà. En fait, il y a toujours cette recherche un peu d'esprit, d'histoire. En fait, c'est toujours essayer de construire un petit peu l'histoire d'un dessert et ça passe par beaucoup de réflexions en fait. Euh, et beaucoup d'images. En fait, j'ai Ouais. beaucoup d'images qui me viennent. Et parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand on crée un dessert, il y a l'aspect effectivement de la création, mais il y a l'aspect des services et la régularité. Donc ça veut dire que nous, par exemple, quand on voit, ben, si vous allez sur ma page Instagram, ben, vous allez voir il y a un dessert, mais ce dessert-là, on le reproduit Mm. 20 ou 30 fois par service. Donc il faut qu'on arrive à être hyper régulier. Moi, j'ai à cœur à ce que ben, chaque dessert soit pareil, mais par contre, qu'il y ait la possibilité un petit peu de laisser part à de la créativité, même pour mon équipe. Ça veut dire que si j'ai un point, le point, par exemple, il va pas être figé, quoi. Ou la façon de poser tel ou tel pouce, c'est à toi de t'exprimer. En fait, il y a une régularité pour que chaque place se ressemble, mais en même temps, quand on regarde bien, chaque plat est un Ouais. peu différent parce que va y avoir les pousses vont être différentes, les voilà. C'est un peu, il y a cette notion un petit peu de toujours se remettre en question et toujours réfléchir en fait et toujours essayer de penser et donner voilà un maximum de plaisir quoi, c'est tout. Faut que ça nous plaise en fait. Faut que voilà. Parce que j'aime beaucoup l'art en fait. J'aime beaucoup Ouais. l'art, j'aime beaucoup me balader dans des musées, j'aime beaucoup voir des architectures. Enfin, en fait, je me nourris pas que de pâtisserie. Je me nourris beaucoup d'architecture, enfin, il y a énormément de personnes dans mon entourage qui travaillent dans l'art sans être forcément dans la pâtisserie. J'ai un pote qui fait du graffiti, enfin j'en faisais avec lui un petit peu à l'époque. Bon, c'est pas très très cool, mais on prenait des bombes de peinture, on dessinait on dessinait on avait un garage en fait. On avait un garage où on faisait des esquisses et tout. J'ai un pote qui fait de la musique, donc il y a l'aspect un peu musical aussi qui Ouais. donne un peu un environnement. Il y a, ouais, voilà.
Il y a plein de petites sources d'inspiration, quoi. C'est trop chouette. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil à me donner, tu vois, moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts quand même et essayer de créer des petites choses et que tu trouves qu'on donne pas assez. Et peut-être un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé la pâtisserie et que ça aurait peut-être, ça t'aurait peut-être permis de gagner du temps ou ça aurait changé ta vision dès le départ. Je ne sais pas. Un conseil, bah déjà c'est d'essayer, c'est de tenter, c'est de pas avoir peur de l'échec. Je pense que l'échec c'est toujours un bon moyen de se remettre en question et c'est toujours un tremplin de faire mieux. Je pense que si on a une idée, faut essayer de la tenter et de la mettre en œuvre avec toujours de la persévérance et de la passion. Euh, Moi, j'ai jamais, enfin, je me suis toujours trompé. J'ai toujours fait beaucoup d'erreurs. J'ai jamais été le meilleur. Mais j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours persévéré. Et il y a des moments enfin, on fait jamais bien du premier coup, en fait. Mm. Euh, on, on se trompe jamais, on apprend toujours en fait. C'est toujours, je pense que la vie est faite de curiosité, je pense que c'est important d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. C'est de se balader et de sentir un petit peu, d'écouter des gens qui des fois ont peur de parler. C'est Voilà, en fait, prendre du recul. Et moi, depuis quelques années, et grâce à ma compagne qui travaille, en fait, qui est professeure de yoga, qui fait beaucoup de méditation, elle travaille dans le bien-être. En fait, elle m'a appris à prendre du recul, à méditer. Et c'est un travail que je fais depuis 2 3 ans, en fait. C'est de trouver un peu sa paix intérieure et Mm. son calme. Donc c'est prendre du temps pour soi en fait. C'est savoir prendre du temps pour soi et savoir prendre le temps de s'écouter. Je pense que des fois on est un peu trop dans un engouement ou dans des énergies, on se sent un peu submergé et je pense que c'est important de souffler mais prendre le temps de faire ces exercices, en fait, de respiration, de se poser, de s'apaiser, quoi. Voilà. Mais toujours, en fait, ça nous permet de grandir et Mm. de se remettre en question. Ça fait partie de la démarche, en fait. On essaye, on donne à partir du moment où on donne le meilleur de soi-même, et ben, en fait, on sera toujours gagnant. À partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, on sera toujours gagnant. À partir du moment où on donne ce qu'on peut donner, ben, en fait, ou qu'on n'essaye pas de faire les choses à l'envers ou de faire les choses euh, trop, enfin, avec un mauvais esprit, et ben, en fait, voilà, on sera toujours gagnant. Et enfin, moi, je pars de ce principe, quoi, en tout cas. Je suis très d'accord avec toi et merci beaucoup pour ce conseil. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Lausanne en 3 saveurs, ça donne quoi? Lausanne en 3 saveurs. Alors c'est la meringue, c'est la meringue crème, une bonne meringue crème, la meringue crème double de la Gruyère. Donc ça c'est vraiment la Madeleine de Proust et c'est trop bon. Finir un repas sur une bonne meringue crème, c'est incroyable. Alors moi je l'ai travaillé avec la chef, on a travaillé sur la meringue crème. Donc on fait une meringue mi-cuite. Ouais. Ah, donc elle est hyper fondante. Et en fait, la chef, elle vient de Valence, qui est Mmh. la Drôme, avec le nougat, Montélimar. Et en même temps, ici, on a cette spécialité de la meringue crème. Donc, je la travaille un peu comme un nougat. Je mets des fruits secs et des fruits confits dedans. Et Génial.
je fais un peu fumer aussi mes blancs et mon sucre. Ça apporte un peu une gourmandise supplémentaire et ça permet de désucrer un petit peu la meringue. Et ben, avec la crème double de la gruyère travaillée juste légèrement foisonnée, euh, sans sucre ajouté. Et c'est juste un nuage de bonheur, quoi. Moi, franchement, une bonne meringue, mais même si vous allez à Gruyère et que vous achetez des meringues suisses et que vous les trempez dans de la crème double avec un thé ou un chocolat chaud, ou, Ouais, voilà, ou avec des fruits rouges ou de la glace, enfin, c'est juste un plaisir, quoi. Après, ben, ici, c'est aussi la forêt, les ouais, plantes, euh, c'est l'air frais. C'est cette odeur, en fait, Ici, on a vraiment cette notion d'oxygène. On respire, en fait. On prend l'air, et ça fait du bien. Donc, ici, moi, il y a l'aspérulodorante. C'est une ouais. plante que j'ai découvert aussi ici, qui est pour moi maintenant une des bases de ma pâtisserie. C'est des saveurs d'herbes fraîches, de tonka, et ça, c'est une plante qui pousse en forêt, qui pousse dans les forêts ici. Euh, et la troisième saveur, je dirais que c'est les agrumes. C'est parce que moi j'ai un vrai amour pour les agrumes par l'acidité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu travailler pour Anne-Sophie Pic. Ouais. Parce que en fait moi j'ai fait pousser plusieurs agrumes depuis plusieurs années. J'en ai un peu chez mon père, j'en ai fait pousser un petit peu quand j'étais dans le sud de la France. Et j'aime beaucoup travailler les feuilles d'agrumes, que ce soit les feuilles de bergamote, les feuilles de mandarine, les feuilles de kombawa. Euh, J'aime beaucoup. Et en fait, ici, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai rencontré Niels Rodin, qui est un agrumiculteur qui est à Nyon, entre Genève et Lausanne. Et en fait, c'est un peu, comment dire, euh, un, un guilde, un sorcier, en fait, il a plus de 200 variétés d'agrumes et il a 200 variétés de plantes et de fruits, de vergers. Quand on va chez lui, c'est vraiment un musée de la botanique, quoi. Donc, en fait, on en prend plein les yeux. Et aujourd'hui, moi, les agrumes, c'est pas uniquement le citron, le pamplemousse, ou c'est pas uniquement le jus et l'acidité. C'est les amers, c'est la texture aussi, parce que ben, on va avoir le zeste avec les huiles essentielles, le parfum. On va avoir la vivacité ou la gourmandise ou les vitamines. Mais après, on va avoir le zeste avec des fois de la douceur ou de la sucrosité. Si vous prenez un cédrat, vous croquez dans un cédrat, c'est hyper doux, mais c'est hyper floral en même temps. Et après, il y a des jus qui vont être sucrés ou acides ou amers, un pomelo ou une mandarine, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai la chance ici d'avoir ce terroir-là, en fait, d'avoir tous ces agrumes, toutes ces plantes et en même temps la tradition de la meringue crème. Voilà. Donc, si je dois définir, je parle beaucoup, je suis désolé, mais si je dois définir les trois ingrédients, ce serait les agrumes de Niels Rodin, la meringue crème de la Gruyère et les plantes de la forêt des Alpes suisses. C'est trop bien, merci. C'est quoi la dernière saveur ou peut-être le dernier ingrédient que tu as découverte et aimé? Le dernier, ma dernière découverte, Ouais, là. voilà, dans les derniers Ah, mois, ça peut être quelque ouais, chose que tu as franchement, découvert. on m'a donné la chance. Là, cette semaine, je fais un dessert pour un groupe. En fait, on a un groupe enfin, c'est Chanel, Ouais, les parfums et la mode, quoi, Chanel. En fait, si vous voulez, ils viennent manger chez nous mercredi. Donc, ils vont être 37 personnes. Et en fait, ils veulent vraiment un repas d'exception.
Et donc, en fait, ils m'ont laissé carte blanche pour, le dessert et en même temps, ils m'ont dit, donc ils m'ont envoyé un template, de pour travailler le dessert et donc il y avait vraiment un peu, en fait, c'était plutôt, ils me guidaient, donc il y avait vraiment un travail de créativité à faire, pour eux, quoi, pour Chanel. Donc c'est une pression, quand même, assez, importante parce que c'est un déjà ils payent beaucoup pour venir manger Ouais. et en plus de ça, en fait, ils m'ont demandé de travailler sur le Chanel numéro 5, donc le parfum. Ok. Donc le Chanel numéro 5 et pour moi, en fait, c'est le parfum de ma mère. Et ma mère, c'est la personne qui m'a donné le plus d'amour, qui m'a donné goût au métier et aujourd'hui, ben, voilà, elle est plus ici et c'est vraiment un hommage Hmm. que j'ai, pour le coup. Et en fait, c'est un dessert très floral parce que, c'est un dessert qui est composé de jasmin, de vanille, de fleurs d'oranger et d'ylang-ylang. Hmm. Et donc en fait, l'ylang-ylang, c'est un produit que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une fleur qui pousse, en Asie. C'est des grands arbustes, en fait, je crois qu'ils font 3 ou 4 mètres de haut et en fait, c'est hyper fort. Ouais. Comme fleur, c'est hyper fort. Il y a des notes camphrées, il y a des notes un peu vanillées, il y a des notes un peu réglisse. C'est complexe comme aromatique. Et du coup, j'ai dû le travailler pour le dessert. Et déjà, la combinaison de ces 5 fleurs sont hyper complexes et c'est hyper intéressant. En fait, l'association de ces 5 fleurs, et je comprends pourquoi ils l'ont travaillé en parfum, parce que honnêtement, c'est hyper complexe, mais c'est hyper bon et c'est hyper réconfortant, gourmand, parce qu'il y a la vanille, il y a la fleur d'oranger, voilà, ces notes de jasmin avec cette pointe d'amer et l'ylang, ça met un coup de peps quoi. Donc l'ylang ylang, c'est vraiment le produit que j'ai découvert il y a pas très très longtemps et qui est vraiment une saveur incroyable. Euh, et après, je m'enrichis aussi dans l'univers des thés parce que culturellement, le thé, c'est vraiment historiquement, il y a, en fonction de chaque contrée dans le monde ou chaque peuple, va y avoir une façon de travailler le thé. Et c'est toujours des découvertes qui sont sur le même produit et la même plante. On arrive à faire des goûts et des saveurs qui sont complètement différentes, quoi. Et que ce soit par la fermentation ou par la méthode de culture ou ne serait-ce que le terroir, on a une complexité, quoi. Donc les thés et l'ilang-ilang. Tu sais que l'ilang-ilang, je pensais même pas vraiment que ça pouvait se manger parce que je le connaissais en huile essentielle, etc. Mais j'aurais jamais imaginé d'utiliser dans. Ouais, ben en fait, j'ai l'huile essentielle moi aussi parce que je me fais, de temps en temps, je fais des massages Hmm. à l'ylang-ylang parce que c'est un décontractant Ouais. musculaire, c'est relaxant et en même temps, c'est un peu aphrodisiaque. Donc, si vous avez un partenaire, si vous avez un partenaire et que vous voulez un petit peu faire une soirée romantique, vous pouvez mettre quelques gouttes d'ylang-ylang dans une bougie ou dans de l'encens ou un massage à l'ylang-ylang. C'est assez envoûtant. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de c'était la minute un peu, Les conseils un peu. spirituelle et en même temps, le l'ylang-ylang, là, je l'ai eu en fleurs séchées. Donc, j'ai eu vraiment les fleurs de d'ylang-ylang, séchées. Il y a pas besoin d'en mettre beaucoup, pour vraiment que ça diffuse, parce que c'est très fort, c'est très puissant, mais en même temps, c'est vraiment très intéressant parce que on a des notes un peu de caramel blond, Hmm. en même temps de floral, vanille. Il y a une fraîcheur. C'est hyper complexe comme aromatique. À décomposer, c'est un peu compliqué, mais c'est très très bon.
Ah, mais en plus, enfin, pour le coup, pour revenir sur le projet, je trouve ça trop cool de faire un parfum en dessert. C'est assez. Enfin, je pense que c'est un challenge assez chouette à relever. Et en plus, du coup, tu as les fleurs. Et en fait, ça revient du coup sur ma question de tout à l'heure de est-ce que tu peux faire un dessert sans fruits, sans Oui. produit principal, mais du coup, surtout avec des plantes. Du coup, voilà. Ah, bah, j'ai oublié d'ailleurs pour le dessert, parce que j'étais un peu dans mon ilang-ilang, mais il y a la rose aussi. Il y a la Ouais. rose. Et en fait, je mets quand même du fruit parce que je fais un sorbet au litchi. Je fais un Ouais, sorbet du coup. litchi du coup, et à la rose. Et en fait, le litchi, parce que bah, là, on arrive à avoir des litchis Mm. au mois de novembre, ça commence un petit peu dans les pays tropicaux. Et en plus, c'est un peu dans cet univers, la Ouais. Chine, le litchi et tout. J'arrive à avoir de l'acidité du coup grâce au litchi. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, enfin, le litchi, en tout cas, est pas l'ingrédient principal, quoi. Genre, il fait Ah non, partie non, de non, tout le non. reste et c'est ça qui est trop cool. Ah, mais souvent, par exemple, moi j'ai fait des desserts où l'ingrédient principal, c'est pas spécialement le Ouais. fruit. Parce que tout à l'heure on en parlait, mais c'est pas parce que je mets un fruit que c'est l'ingrédient principal. Oui, Par oui. exemple, j'avais fait un dessert avec de Mm. la livèche, du mescal, de la cardamome verte et de l'ananas. Et en Ok. fait, l'ananas, il m'apportait de la texture, de la mâche, de l'acidité, enfin, il y avait vraiment de la gourmandise de l'ananas. Mais le but du dessert, c'était vraiment la livèche et le mescal, quoi. Donc, c'était pas, on va dire, le support de l'ananas nous permet d'avoir une texture, de la fraîche, enfin, on va dire, quand on aime tous croquer un peu l'ananas avec la jutosité, mais le goût en soi, souvent, par Mm. exemple, moi, ce que je fais, si je peux donner un petit conseil technique, c'est l'imprégnation un peu des fruits. Ou alors, si on a une machine sous vide, on fait un sirop assez aromatique et on le met sous vide, donc ça va un peu imprégner le fruit, mais ne serait-ce que la macération des fruits aussi. Ouais. Faut pas être trop pressé. Par exemple, si vous faites un pickles ou ne serait-ce qu'un fruit au sirop, faut pas le consommer dans l'heure qui vient. C'est toujours meilleur le lendemain ou le surlendemain. De toute façon, à partir du moment où on a suffisamment de sucre et qu'on le conserve bien dans le sirop, on a quelques jours et quelques semaines devant nous sans que le produit s'abîme, quoi. Et en même temps, on va pouvoir concentrer les goûts. Moi, je pense qu'il faut pas être trop patient. Les fruits au sirop, les fruits, voilà, on peut en fait, j'aime bien la cuisine nordique pour ça. Ouais. Parce que, en fait, eux, ils ont des ressources, ils vont avoir des ressources pas toute l'année. Mm. Ça veut dire qu'ils vont cultiver, enfin, ils vont cultiver ou ramasser des ressources pendant l'été. Mais après l'hiver, en fait, il fait tellement froid que s'ils n'ont pas conservé leurs produits, ben, ils n'ont plus rien, quoi. Et donc, ils ont développé des processus un peu de fermentation, la lactofermentation, les kombucha. Et en fait, tout ça, ça permet de fixer un peu les arômes et en même temps de les décupler un petit Mm. peu. Merci pour ce conseil Voilà. technique. Mais c'est vrai, c'est très chouette en plus de s'amuser et du coup faire tes petits bocaux avec plein de choses. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues? J'avais toujours rêvé de travailler avec Eric et avec Johan, mes deux chefs pâtissiers. Donc déjà, je suis comblé d'avoir travaillé avec Johan de Sarzin, qui est aujourd'hui le chef de la Villa Madi à Cassis, et Eric Verboët, qui est le Mm. chef de la Maison Pic. Donc déjà, pour le coup, c'était les deux chefs avec qui je voulais travailler. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec Titouan Claudet, donc on avait déjà fait des petites créas ensemble et c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Maintenant, après, il y a plein de pâtissiers en réalité qui sont très forts. Hier, j'ai écouté le podcast sur Papy d'Anthony Chéneau. Et j'ai bien aimé sa façon de travailler, sa vision un petit peu de l'enfance et du souvenir. Donc, bah, j'aimerais bien faire un dessert avec lui. Mm. Écoute, j'espère que ça verra un jour. Ouais, bah après, il y a aussi, comme tout à l'heure, je parlais de Pierre Hermé. Bah, Pierre Hermé, ce serait un honneur.
de pouvoir échanger, ou Frédéric Beau, de pouvoir échanger avec eux, parce que c'est des grands, on va dire, c'est un peu des grands maîtres dans les associations de goût et les textures. Mais Anthony Chéneau, si tu m'écoutes, on peut faire un truc ensemble si c'est J'espère que ça verra le jour et je serai très contente. Je viendrai goûter. Merci beaucoup. avec Maintenant, plaisir. j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt herbe ou fleur? Ça dépend un peu du moment, mais plutôt herbe, plutôt herbe, Laquelle? Si tu devais en choisir une. plutôt plante. Alors, la menthe ou la verveine, verveine d'Argentine ou menthe, parce que menthe, il y en a, comme je disais tout Il y à a l'heure, plein. il y a une variété. En fait, il y a plein de, j'ai pas de, non, ça serait me trahir de dire une plante plutôt qu'une autre. Je vais en citer trois. Donc, l'agastache, la menthe et la verveine. Voilà. Plutôt saveur d'automne ou saveur d'hiver? Ah, l'automne. L'automne. Franchement, c'est la meilleure saison. Ah ouais? C'est la meilleure saison. Ah bah oui, c'est la meilleure saison parce qu'il y a toutes les épices, il y a encore plein de fruits, il y a ce truc un peu de froid, chaleur. C'est la meilleure saison. Avec les champignons, moi je ramasse beaucoup de, j'aime bien aller me promener, ramasser les champignons. Non, c'est l'automne. Plutôt entremets ou dessert à l'assiette? Bah, le dessert à l'assiette, c'est le quotidien. Dessert à l'assiette, mais après j'aime travailler les entremets aussi, j'aime travailler aussi, ouais, les deux, mais j'aime le concept du partage. Je Mmh. trouve que le fait de partager un gâteau et souvent en fait dans un entremets on va avoir une meilleure répartition un petit peu des goûts et des saveurs. En fait on trouve plus facilement l'équilibre des saveurs sur un entremets euh, ensemble. Mais par contre, la recherche et la quête un petit peu de nouvelles saveurs, la surprise d'un dessert à l'assiette, l'instantané, les textures d'un dessert à l'assiette, voilà. C'est deux domaines différents, mais que j'aime travailler, mais le dessert à l'assiette pour, on va dire, le design, les couleurs, la créativité. Plutôt agrumes ou fruits rouges? Agrumes. Agrumes, agrumes. J'ai plus d'amour avec les agrumes. Et La famille, on enfin, va dire. plutôt ton dessert kaki persimon ou celui poire conférence? Poire conférence. Poire conférence, ouais. Kaki c'est très bon aussi, mais Ouais. avec la tagette passion, la mandarine, mais poire conférence, cannelle et armagnac. Écoute Thibaut, merci beaucoup. Je pense que j'adore vraiment de parler d'herbes, de nature, etc. en pâtisserie. Je trouve ça trop, trop génial et passionnant à chaque fois. Donc là, j'étais servie parce que vraiment, on en a parlé à fond et c'était trop cool. Et j'aime trop tes desserts et vraiment, encore une fois, j'invite tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à aller voir les visuels de tes desserts parce que parce que vraiment, voilà, je trouve que ça représente, enfin, en tout cas, ça donne une belle image de ta pâtisserie et je trouve que c'est important de le voir. Donc, merci. Bah écoute, merci Léa aussi pour le temps de parole que tu m'as accordé. Merci pour tout ce que tu fais pour la pâtisserie et pour les pâtissiers. Merci. Je trouve que tu es quelqu'un de pétillante et d'hyper enthousiaste, de professionnel. Merci pour tout. J'ai beaucoup aimé ce moment de partage et d'échange. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de goûter ou de se revoir dans d'autres circonstances. Bah écoute, moi Avec aussi, Anthony. voilà, c'est ça. Merci beaucoup. En plus, ça me fait très plaisir. Mais alors, juste avant qu'on termine cet épisode, j'ai deux petites dernières questions. Déjà, est-ce que tu aurais un défi à me lancer, alors à moi et tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire? Donc, généralement en rapport avec l'épisode, soit quelque chose à goûter, à tester, à faire, enfin ce que tu veux. Est-ce que tu aurais un défi pâtissier? Alors, je lance un défi pour tous ceux qui le veulent, de faire un cookie herbacé à base de plantes ou de thé, gourmand, gourmand et sans lactose, Merci pour ce donc défi. sans beurre.
Oui. Sans beurre. Je pense que on peut des fois enlever le beurre de notre alimentation. On peut enlever Mmh. les mauvais sucres. On peut enlever certaines fois le gluten et voilà. Je pense que c'est important de trouver des choses, des méthodes légères euh, pour, euh, pour tous apprécier. Bah, merci beaucoup. Et après, je te laisse le mot de la fin pour clore cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Comme Bon appétit, bien sûr, de Joël Robuchon. Bon appétit, bien sûr. Non, bah, écoutez, passion, amour, euh, voilà, enfin, vivez, aimez, voilà. Non, j'ai pas spécialement plus à dire ou à rajouter. C'est très bien Malgré comme ça. merci tout le monde C'est très bien comme la fin, hein. Passion, amour, manger des gâteaux. manger des gâteaux. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Cyril van der Swift. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!